Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo de la chaîne Réfléchir par vous-même. Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans le monde complexe des modèles thermodynamiques et climatiques. Ce n'est pas aussi simple que certains voudraient vous le faire croire et la science est très loin d'être établie, comme je vais vous le démontrer. Alors, attachez vos ceintures car nous allons devenir un peu techniques. Tout d'abord, il n'y a rien de basique dans le système climatique terrestre. Si vous avez suivi un cours de dynamique atmosphérique ou ouvert un manuel sur le sujet, vous devez déjà le savoir. Maintenant, examinons un peu la, entre guillemets, physique de base, qui détermine l'ampleur du réchauffement résultant directement de l'augmentation des concentrations de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Préparez-vous, il va y avoir un peu de maths. La température de n'importe quoi, une casserole d'eau sur la cuisinière, le moteur de votre voiture, votre repas, votre corps, etc., est simplement une fonction de l'équilibre radiatif. Combien est gagné par rapport à ce qui est perdu? Si ces flux de rayonnement sont équilibrés, alors l'équilibre thermique est atteint et la température reste constante. Si ces flux sont déséquilibrés, alors la température changera jusqu'à revenir à l'équilibre, mais la surface terrestre deviendra plus chaude. Pour que la Terre maintienne un équilibre thermique, le flux de rayonnement infrarouge vers l'espace, noté F, doit correspondre au flux solaire absorbé. Nous pouvons écrire cet équilibre de rayonnement en utilisant la loi de Stefan-Boltzmann. F est égal à epsilon fois sigma fois T à la puissance 4, où epsilon est l'émissivité sans nuage de la Terre, sigma est la constante de Stefan-Boltzmann et T est la température de surface moyenne de la Terre. La Terre n'est pas un corps noir parfait. Ainsi, ce n'est pas un absorbeur et émetteur parfait de rayonnement où epsilon égale 1. La présence de gaz à effet de serre, par exemple la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone, diminue epsilon à environ 0,7. Le doublement du niveau de dioxyde de carbone atmosphérique diminue epsilon d'environ 1%, ce qui réduit l'infrarouge sortant d'environ 3 watts par mètre carré sur un total d'environ 300 watts par mètre carré. Pour tomber sur ce chiffre de environ 1%, il faut en réalité suivre toute une procédure compliquée. Je vous laisse regarder cette vidéo de l'excellent youtubeur David Louapre de la chaîne Science Étonnante qui explique tout ça extrêmement bien. Je pourrais aussi faire ma propre vidéo dessus un jour si vous me le demandez. Mais David Louapre a déjà fait un travail formidable. Cette description mathématique, même si elle peut paraître complexe pour monsieur et madame tout le monde, est en réalité assez simple par rapport à ce que font les chercheurs, mais permet de bien comprendre les bases. Heureusement pour nous, des chercheurs ont dédié leur vie à cette question et ont créé des modèles très aboutis. Un de ces modèles s'appelle ModTran et est disponible en ligne. Nous pouvons utiliser ce modèle et lui demander le delta de forçage radiatif pour un doublement de la concentration de CO2 atmosphérique par rapport à la période pré-industrielle. La concentration de CO2 pré-industrielle est de 280 ppm. Donc un doublement nous donne 560 ppm. Je précise qu'actuellement, en 2024, nous sommes à environ 428 ppm. Donc, on est encore loin du doublement. Voici ce que nous donne le modèle ModTran pour ce doublement, environ 2,98 watts par mètre carré de forçage radiatif sur une base d'environ 266, ce qui fait bien environ 1%. Vous pouvez noter que ce modèle n'indique rien concernant la température de surface moyenne qui reste constante. Donc ce modèle en lui-même ne permet pas de décrire un changement climatique. Mais on sait que cette température de surface doit varier pour respecter l'équilibre radiatif. Pour maintenir F constant, c'est-à-dire delta F égale 0, alors le changement de epsilon et le changement de température doivent être liés par moins delta epsilon fois sigma fois T à la puissance 4 égale à epsilon fois sigma fois 4T à la puissance 3 fois delta T. On peut arranger ça en moins un quart de delta epsilon divisé par epsilon, qui est égal à delta T divisé par T. Ce qui donne finalement la différence de température due au forçage radiatif, delta T, qui est égal à moins T divisé par 4 fois delta epsilon divisé par epsilon. Ainsi, on peut de manière simplifiée calculer le delta de température pour un doublement du CO2 avec delta T égale à moins 288,7 degrés Kelvin divisé par 4 fois moins 0,01, soit plus 0,72 degrés Kelvin,
ce qui est pareil en degrés Celsius, comme c'est une différence. Soit 7 dixièmes de degrés Celsius d'augmentation de la température moyenne de surface. C'est tout. Ça peut paraître très peu en effet. Et si on considère les concentrations de CO2 actuelles, environ 50% de plus que la concentration pré-industrielle, on est à un réchauffement de seulement 0,46 degrés. Pourquoi une telle différence avec les chiffres donnés dans les rapports du GIEC? Il est important de noter que ce calcul représente l'effet direct sans prendre en compte les rétroactions dans le système climatique. En réalité, divers mécanismes de rétroaction, comme la rétroaction de la vapeur d'eau, la rétroaction albédo-glace, etc., pourraient amplifier ou même atténuer cet effet de réchauffement. En fait, on ne sait pas vraiment, il n'y a aucun vrai consensus. Et c'est donc là le cœur de la question. Dès que vous allez au-delà des modèles du type de Modtran sur le transfert radiatif et la chimie, il n'y a plus aucun consensus valable, car ces effets de rétroaction sont très compliqués et complètement imprédictibles. En fait, il faut savoir que les modèles climatiques utilisés ne peuvent même pas du tout reproduire le climat passé. Ils ne peuvent pas reproduire les évolutions historiques de concentration de dioxyde de carbone que nous connaissons à partir des reconstructions par proxy des sédiments et des carottes de glace. Ainsi, une grande partie des scientifiques du GIEC supposent que tout le réchauffement depuis l'ère pré-industrielle ne peut pas être expliqué par des forçages naturels ou une variabilité interne. Parce que leur modèle produit simplement une ligne plate, avec peu de variations interannuelles ou multidécennales. On peut le voir par exemple dans cette figure du résumé à l'intention des décideurs du GIEC. En fait, les modélisateurs du climat décident de préajuster leur modèle aux mesures observationnelles de la température moyenne de surface en fonction des mécanismes de forçage restants à considérer. C'est-à-dire les aérosols, par exemple le dioxyde de soufre, les gaz à effet de serre, par exemple le CO2 et le méthane, ou éventuellement les paramètres des nuages. Sur cette figure, la synthèse des modèles montre un effet très fort des gaz à effet de serre, avec une contribution moyenne d'ensemble au changement de température de surface moyenne depuis l'ère pré-industrielle de 1,5 degré Celsius, plus ou moins 44%. Parce que les modèles ne donnent pas les bonnes valeurs par défaut, c'est-à-dire qu'ils sont trop chauds, ils ajustent arbitrairement les paramètres jusqu'à ce que le changement de température de sortie entre dans la plage cible du GIEC de 0,9 à 1,2 degrés Celsius, ou quelle que soit la valeur que le modélisateur décide de mettre dans son article. Ils ne font pas ces ajustements en se basant sur la physique, la chimie ou les lois du transfert radiatif. Ils ajustent un paramètre ici jusqu'à ce que le modèle donne le résultat souhaité. Ceci est également clairement indiqué ici dans le rapport du GIEC de 2018. C'est un ajustement qui a l'air très artificiel. Ce n'est pas vraiment de la science rigoureuse selon moi. Cela pourrait même être vu comme un raisonnement circulaire. Et il faut bien savoir que ce problème n'est pas secret non plus. En fait, il fait partie d'un vrai consensus scientifique. Il est documenté par exemple avec le modèle de l'Institut Max Planck en Allemagne dans cet article de Moritzen et Rockner publié en 2020. En essence, la science est loin d'être établie sur la question de la magnitude exacte du réchauffement futur. Il n'y a pas de relation mathématique directe établie pour quantifier le réchauffement induit par les gaz à effet de serre en plus des rétroactions. Il y a juste des estimations avec d'énormes marges d'erreur, c'est-à-dire une incertitude élevée. Mais les gaz à effet de serre ont-ils un impact? Absolument. Je ne questionne pas cela. Mais la vraie question est: quelle part de cet impact est masquée dans le bruit de la variabilité naturelle et le refroidissement induit par les aérosols et les nuages, que les modèles gèrent très mal? En bref, la question de l'évolution future des températures à la surface de la Terre est encore loin d'être résolue, quoi que vous disent les journalistes, les militants écologistes catastrophistes ou les pseudo-scientifiques du climat. En résumé, les modèles climatiques actuels ne peuvent pas servir de preuve que le réchauffement climatique, au-delà de 0,5 degrés Celsius, est dû aux émissions de gaz à effet de serre de l'humanité. La plupart des scientifiques ajustent les modèles aux données juste pour conclure que leurs modèles sont corrects et ont une valeur prédictive parce qu'ils concordent avec les données actuelles et passées de mesure de la température de surface moyenne. C'est pour le moins une façon de faire de la science très contestable
et critiquable. De toute façon, aucun modèle ne peut avoir de valeur prédictive sur un système aussi complexe, comme expliqué déjà plusieurs fois sur cette chaîne, et même par le GIEC lui-même. Évidemment, je ne blâme pas les scientifiques qui font, pour la plupart, un travail formidable et qui essayent de faire de leur mieux. C'est un problème extrêmement complexe, et il est donc justifié de financer cette recherche, et surtout de ne pas considérer cette science comme établie, comme le font certains politiciens, militants du climat ou pseudo-scientifiques. Malheureusement, les biais actuels de la façon dont est organisée la recherche internationale favorisent largement les chercheurs qui veulent aller dans le sens du pseudo-consensus catastrophiste. Et je pense que plus de fonds devraient être alloués aux scientifiques plus dissidents qui cherchent à remettre en cause les nombreux points critiquables sur l'état de l'art actuel de cette science. Rappelez-vous, le questionnement et le scepticisme font partie d'une bonne science, à partir du moment où les justifications tiennent la route. Et j'espère que vous trouverez que les justifications que je vous ai présentées ici tiennent effectivement la route. Continuez à apprendre, continuez à questionner, toujours. Voilà, j'essaye juste de montrer le réel état de l'art sur cette science, et je pose juste les questions qui fâchent. Je ne cherche pas à vous imposer mon point de vue, c'est le but de cette chaîne. Restez humble et vous amener à réfléchir par vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.